Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de Casserole. Aujourd'hui dans l'émission, nous allons nous demander pourquoi et comment les Français sont-ils devenus aussi fous de nourriture italienne. De Catherine de Médicis à Big Mama en passant par Pizza Pino, comment la nourriture italienne est-elle arrivée en France ? Connaît-on la vraie cuisine italienne ou a-t-on d'elle une image folklorisée ? Est-ce que l'importation de produits de la botte est un business juteux ? Enfin, est-ce bien raisonnable de payer une burrata 16 €, de poser en tenue de soirée avec une mortadelle géante ou encore de faire la file 3 heures pour manger une margherita ? Cette émission est aussi une note d'amour à l'Italie et à sa gastronomie que nous aimons beaucoup dans Casserole. Et quand je dis nous, j'inclus bien évidemment Céline Maguet, notre chroniqueuse vin, qui va nous parler de vin italien et qui a la bouche pleine. Salut Céline. Bonjour, ça commence bien. Céline, salut. Céline n'est pas venue seule, mais avec Alberto Busto, importateur de vin italien avec sa société Vini Mariani. Salut Alberto. Bonjour, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on va boire ensemble ce matin ? On va boire la Sicile, notamment avec un petnat de chez Porta del Vento et une macération d'Alessandro Viola. Beau programme. Avec nous aujourd'hui également Pietro Ruzzano, chef italien originaire des Pouilles, qui tient la très bonne table Retro Bottega dans le 11e arrondissement de Paris. Ciao Pietro. Bonjour à tous, Et je suis content d'être là. Nous aussi. Et Thibaut Paulet de Terra Candido, épicerie et entreprise qui importe en France des produits italiens et notamment des tonnes de mozzarella. Ciao Thibaut. Bonjour, merci. Alors, pour commencer, je voulais vous poser à tous les quatre la même question. Pendant que Céline est en train de déboucher la première bouteille de vin. Est-ce qu'on peut, en 2019, manger aussi bien italien à Paris ou en France qu'en Italie ? Alors, depuis 10 ans, je suis à Paris. La gastronomie italienne, on va dire, donc la restauration italienne, il a fait un saut énorme. Donc, moi, je trouve que grâce, en fait, au travail des importateurs et des distributeurs, on a tous les moyens pour pas avoir des excuses, en fait, pour cuisiner bien, pour avoir des bons produits. Quand je suis arrivé en France, ça fait 10 ans, tout le monde disait, voilà, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Et maintenant, on n'a pas d'excuses. Vraiment, à part Thibaut de Terra Candido, mais des autres aussi distributeurs, à part Alberto Vignariani et des autres importateurs, on a vraiment du matériel à disposition pour s'amuser en cuisine, pour faire ci, donner le maximum de qualité et sortir surtout des clichés. Donc on peut, je trouve qu'on peut manger aussi bien à Paris, je parle. On ne parle pas en France. C'était pas forcément le cas du coup il y a 10 ans parce qu'on n'avait pas quand je suis arrivé, j'ai eu peur quand je suis arrivé en fait. Oui, non, mais je soutiens complètement là-dessus. C'est vrai qu'après, maintenant, pas mal d'Italiens sont agréablement surpris sur la qualité des produits qu'on a à Paris. Enfin, c'est un long travail, mais on a réussi quand même. Oui, vous avez fait un bon et long travail. Ça fait justement 10 ans, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'en train de tourner à droite à gauche, des vrais restaurants italiens, il y en avait très peu. Et à petit, en fait, les chefs, et les demandes des chefs aussi, on peut basculer tout ça. Une nouvelle vague de jeunes, ils sont arrivés, donc on est sorti des clichés classiques, et on a commencé à voir la qualité. Ça, c'est franchement génial. Et justement, je vais vous poser une question peut-être un peu cliché, mais quel est votre plat pour vous le plat qui représente l'Italie ou le plat italien que vous préférez ? Bon, ça c'est une très belle question en fait, parce qu'avant on avait des plats, on va dire, les gens ils disaient lasagna, ils disaient carbonara. Maintenant avec la nouvelle vague des chefs plus jeunes qui sont arrivés et avec tous les produits qu'on a à disposition, il n'y a plus ça. En fait, on sort des clichés en fait des plats classiques pour proposer, qu'est-ce qu'on propose vraiment des trattorias chez nous, c'est-à-dire la Méditerranée dans tous ces aspects. Un plat que j'aime bien tout ça, c'est vraiment, je ne sais pas, des spaghettis alle vongole ou tout ça. Et toi, Alberto ? Mon plat préféré est le plat qui peut représenter l'Italie le plus. Alors aujourd'hui, c'est vrai que grâce à la nouvelle vague dont Pietro parlait, il y a une redécouverte de la tradition italienne qui n'est pas seulement la classique lasagne, la bolognaise et tout ça. Je pense que l'un des plats qui aujourd'hui va le plus, c'est les pâtes à l'agneau, qu'on trouve souvent dans les restaurants italiens. Exactement, du sud vrai. de l'Italie, peut-être plus. Non, pas forcément. Pas forcément. Justement, c'est pour ça que je dis que ça représente l'Italie, parce qu'on le fait du nord au sud, de façon différente, mais on le trouve de plus en plus souvent dans les restaurants italiens. Mais mon plat préféré, et vous devez m'excuser parce que moi je viens des Pouilles, donc c'est patate, riso e cozze, ça veut dire c'est je connais ce plat, ouais. Pommes de terre, riz avec des moules, donc deux amidons. Par contre, il faut le corriger, c'est riso, patate e cozze. Non, et ça c'est les deux écoles. Il faut le dire bien, riso, patate e cozze, tout attaché. Hein. Moi, j'ai pas d'avis sur la question, mais en tout cas, j'ai déjà goûté, et même si ça peut sembler bizarre comme ça dans l'appellation, c'est vraiment excellent. Et toi, Thibaut, alors t'es pas italien, mais ça t'empêche pas d'avoir un plat italien préféré ? Moi, je suis très poulpe. J'adore le poulpe. Voilà, je suis très poulpe, voilà, c'est très bien comme formule. Non, mais
En France, on n'a pas trop plus dans le sud-est, on a plus l'habitude de cuisiner ça. Mais dans tout le reste de la France, le poulpe, on connaissait pas trop, quoi. Et dans les pouilles, moi, j'ai déjà goûté du poulpe cru. C'est notamment à Bari. C'est une culture qui vient vraiment de là-bas, ma ville de naissance. Et oui, en fait, ça peut arriver de se trouver sur le port de Bari et acheter une assiette à 2 € avec des oursins de mer, si c'est la période, et du poulpe cru. D'ailleurs, un des entrées maintenant que j'arrive pas à enlever de la carte, c'est le carpaccio de poulpe. Ah oui. Qui est une sorte de saucisson de poulpe, frais comme chez nous. En fait, coupé très très finement. Non, au contraire. En fait, on cuit le poulpe, on coupe en petits morceaux. Avec le jus de cuisson, on le sert dans une bouteille. On le laisse après refroidir, mettre au frigo pour 2-3 jours. Et après, ça sort comme un saucisson de poulpe qu'on coupe à tranches fines. Et les gens, ils sont étonnés, déjà pour la préparation, que ça semble compliqué, mais en réalité, c'est hyper simple. Mais en fait, de goûter le poulpe d'une façon différente. Et les gens, j'ai découvert que les Parisiens, ils aiment beaucoup le poulpe. Et probablement, avant, ils ne le trouvaient pas, en fait. Bah oui. Voilà. Et le poulpe que tu prends, il est français ou italien ? Le poulpe que je prends, je pense qu'il soit français. Hein. Là, on parle de plat. Toi, Alberto, est-ce qu'il y a un vin qui représente l'Italie ? Non. Ça, c'est ma réponse. Pour moi, il n'y a pas un vin qui représente l'Italie. Il y a eu des tentatives de faire représenter, par exemple, le Barolo, le Chianti, des appellations. Ça, c'est les vins qui représentent l'Italie. Non. La beauté de l'Italie, c'est dans sa diversité de terroirs, dans sa diversité de cépages. Et du coup, pour moi, il n'y en a pas un vin qui représente l'Italie. Il y a plusieurs vins qui représentent l'Italie dans sa diversité. On a déjà pas mal posé le sujet, mais est-ce qu'on pourrait donner assez rapidement une définition de la cuisine italienne ? Alors, pour moi, la définition de la cuisine italienne, et c'est pour ça que je pense que les Français, désormais, ils aiment beaucoup, c'est l'effet d'avoir du soleil dans l'assiette, en général, toute l'année. Même si il fait pas aussi beau chez nous tout le temps, hein, on a de la pluie aussi, mais ça rappelle les vacances pour les Français. Et vu qu'on est à Paris, surtout, on connaît plutôt, en fait, l'image de Paris, que la couleur prédominante, c'est le gris. Avoir le soleil dans l'assiette, l'abondance, la générosité qu'on met dans les plats italiens. Parce qu'en général, quand on mange dans un restaurant italien, on ne sort pas chercher un kebab. Donc, en général, on mange bien, c'est goûteux, c'est les légumes, c'est des produits frais. Et je trouve que les Français, c'est pour ça que quand ils vont dans un restaurant italien, c'est pour sortir un peu du schéma classique de la journée et de se retrouver un peu à l'extérieur, un peu en vacances, un peu dépaysé, pour dépayser un petit peu pendant la journée, que ce soit à midi ou que ce soit le soir. Et dans le livre culte de cuisine italienne, La cuillère d'argent, Cucchiaio d'Argento, que vous devez connaître, c'est le livre le plus vendu en Italie et dans le monde, je crois, livre de cuisine. Dans l'intro, ils disent « Les plats italiens les plus authentiques sont souvent composés de quelques ingrédients simples, mais composés avec une science et une inspiration plusieurs fois centenaires. » C'est vrai. Et il parle aussi de la cuisine italienne comme une cuisine de saison et une cuisine très régionale. Peut-être ce qu'on connaissait moins en France, qu'on commence à découvrir, mais qu'on savait moins en France il y a une dizaine d'années. En effet, oui. En général, avant, je répète, quand je suis arrivé en France, je voyais des classiques un peu partout, souvent mal faits. En général, la cuisine italienne, c'est quelque chose de régional. En fait, on a différentes typologies de préparer un plat. Comme a dit Alberto, on a l'agneau dans les Pouilles jusqu'au Piémont, mais la vision de la chose est différente par rapport à les saisons, à la chaleur qu'on a, à la vision des choses qu'on a. Et c'est ça, en fait, le beau de l'Italie, c'est un peu comme les vins. On ne peut pas avoir, en fait, un vin signature. On a plusieurs expressions du vin, plusieurs philosophies. Tout dans les produits aussi de base. L'effet de la saison, c'est très important chez nous. Parce que l'effet d'avoir, en fait, une nation qui est très longue. Donc les saisons sont différentes dans toutes les régions. On a le printemps dans les Pouilles, c'est pas le même printemps dans le Piémont, donc on a des produits différents. Il n'y a pas une homologation de cuisine. Et l'effet de mettre soi-même, nous on a l'habitude de cuisiner beaucoup, en général, dans toutes les familles. On mange beaucoup à la maison. Même les enfants, ils ont l'habitude de cuisiner. Et chacun de nous, il met soi-même. Et l'effet de mettre soi-même, ça donne de l'originalité. Et ça, je pense que c'est pour ça que les Français, en fait, ils ont compris ça. Et ils aiment bien, en fait, aussi changer de restaurant. C'est-à-dire, voilà, il faut... Vous êtes d'accord avec ça, Alberto ? Oui, je partage ce que Pietro dit. Et pendant qu'il parlait, il m'a fait développer une autre pensée qui est liée à ce qu'il dit. Et c'est
Déjà, que je pense que la cuisine italienne plaît beaucoup aux Français parce que c'est une cuisine essentielle où le produit, la matière première, est au centre de la chose. Exactement. Très peu de produits, très peu transformés, une cuisine directe. Donc, aujourd'hui, qu'on est dans une période dont le kilomètre zéro, l'éco-soutenabilité, l'agriculture saine est au centre de l'intérêt mondial et en particulier en Europe, je pense que ça prend une place importante dans l'imaginaire français. Mais il y a une deuxième chose qui est, selon moi, doit passer comme message, que nous n'en parle pas beaucoup, mais c'est hyper important. La cuisine en Italie, c'est la maman, c'est la grand-mère, c'est la femme qui gère ça. Quand on parle de cuisine en Italie, je pense par exemple à Massimo Bottura qui fait préparer ses pâtes encore à sa maman ou à sa tante. Donc c'est vraiment quelque chose qui appartient à la femme et pas dans un sens misogyne où on doit contrôler. C'est vraiment quelque chose qu'on a donné à elle parce que c'est elle la reine de la cuisine. Ça, et là, on n'est qu'avec des hommes autour de la table. On parle de Massimo Bottura, premier restaurant du monde. On ne parle pas de n'importe qui. Donc, c'est-à-dire qu'il a donné l'importance en fait à qui fait faire la naissance, a donné faire en fait une place en cuisine très importante. Même si les hommes en fait ils cuisinent beaucoup. Mon père il cuisine tous les jours à la maison. Mais... Et Thibaut, toi tu le ressens du coup dans les personnes qui viennent pour acheter tes produits dans l'épicerie ou cette envie d'avoir des produits bruts, très bien sourcés? Complètement, ouais. Oui, parce que effectivement, comme disait Pietro, il y a 10 ans. On nous a façonné un palais qui n'était pas le bon en fait, avec pas les bons produits en fait. Et aujourd'hui, effectivement, les gens sont assez content de savoir qu'on peut enfin trouver les vraies choses, en fait. Et surtout, ils ont compris que la bouffe pas chère, ça n'existe pas. Oui. Le produit, il faut le payer, la qualité, ça se paye. Oui. Ça, je ne sais pas si tout le monde l'a compris, mais on va en parler aussi parce que voilà, les mozza galbaniques qui a d'ailleurs été rachetées par Lactalis, elles se vendent toujours très très bien de plus en plus chaque année. Mais cette cuisine, elle est quand même la préférée des Français comme cuisine. Dans tous les sondages, c'est 64% des Français qui préfèrent la cuisine italienne par rapport aux autres cuisines étrangères. Après, il y a la chinoise, ensuite l'espagnole, ensuite la marocaine, ensuite la japonaise. Et c'est vrai qu'en France, elle est arrivée apparemment notamment avec Catherine de Médicis, qui en fait est née Caterina Maria Romola di Lorenzo de Médicis. C'est quand même plus chic. On ne regarde pas ce nom dans les livres d'histoire. Si tu me le disais pas comme ça, je la comprenais pas. Je la connais plutôt comme ça. Donc elle est arrivée à la cour de France avec Louis XV et donc ses cuisiniers sont arrivés avec elle. Après, je fais un grand gap dans le temps, mais je repense aux années 70 où sont arrivées justement les chaînes de cuisine italienne en France, des chaînes qui ont été montées par des groupes français comme Pizza Pino, qu'on voit toujours maintenant, Pizza dell'Arte. Alors, effectivement, on peut ne pas aimer ces endroits, mais pour beaucoup, je pense, de gens de ma génération, peut-être de la génération encore au-dessus, c'est là où on allait manger quand même italien. Bah oui, bon, de toute façon, vous êtes adapté au choix qu'ils vous ont donné, ça c'est sûr et certain. Ça, effectivement. Ça c'est normal. Après, c'est vrai aussi que qui s'est installé à l'époque ici, il a adapté, et c'est une chose qu'il ne faut pas faire, le goût en fait des locaux par rapport à la cuisine. On a vu des clichés, et encore on combat sur des clichés à table, de moins en moins, parce que c'est tout le monde en fait qui va dans une direction, et ils vont taper à chaque fois sur le dessus, et de ne pas avoir du parmesan sous des pâtes forcément aux fruits de mer. Ça, même si c'est rouge, il ne faut pas mettre forcément du parmesan. Et les pâtes, c'est un plat. La viande, c'est autre chose. Donc, on ne les mange pas. Ça. Après, on peut le faire. On ne mange pas sa pièce de steak avec les tagliatelles à côté. Non, ce n'est pas un accompagnement, les pâtes. Et souvent, ça arrive des pâtes sans rien. Avec voilà, parce que non, ça n'existe pas au moins en Italie. Après, c'est vrai que il faut pas être non plus trop chauvin et juger ça, mais dans un restaurant italien, au moins, il faut être chauvin et juger. Un restaurant italien, on aimerait que ce soit pas comme ça. Après. Non, mais après ça, c'est des choses qui sont arrivées dans la culture, la cuisine italienne, mais qu'on a vu aussi avec Céline dans d'autres émissions, qui sont arrivées dans toutes les autres cultures qui sont arrivées en France et qui ont amené leur cuisine, ont aussi été modifiées par rapport au pays dans lequel elle est arrivée, comme le riz cantonais qui n'existe pas en Chine, etc. Tout ça, c'est... Voilà. Et chez Pizza Pino, ils servent toujours une carbonara avec de la crème fraîche. La crème fraîche. Ils n'ont pas encore pris le... Voilà. Carbonara normande, quoi. Et Pietro, toi, justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es arrivé à
Paris pour ouvrir ton restaurant. Je suis arrivé en France, j'avais envie de découvrir en fait la France, mais directement. C'est un peu pareil en Italie en fait. On connaît la France un petit peu pour ses clichés, pour ses des choses, mais on la connaît pas vraiment aussi. Je peux dire par contre qu'on connaît beaucoup mieux, les Français connaissent beaucoup mieux l'Italie que les Italiens la France, à niveau gastronomique. Hein, ça c'est sûr et certain. On n'a pas de restaurant français à Rome. Hein. On n'a pas de bistrot français où on mange français. Non. On peut voir peut-être dans un gastro quelque chose qui vient de France, mais on n'a pas vraiment un restaurant français. Qui est ici, en fait, on demande la cuisine italienne. Donc, je suis arrivé en France comme ça. Après, parce qu'il y a une grosse communauté aussi. Enfin, beaucoup d'Italiens qui sont venus. Oui. Depuis, en fait, les Français, ils ne sont pas allés en Italie, ils ne sont pas migrés en Italie. C'est nous qu'on immigré ici. Donc, bien évidemment, la culture de base, ça a avancé à une demande de cuisine italienne. Après, quand je suis arrivé, j'ai cherché de faire vite, d'apprendre le français parce que la France, elle est beaucoup nationaliste sur ça. C'est-à-dire que pour rentrer en fait dans les dynamiques de Paris ou de la France, il faut y connaître en fait votre langue. Donc je me suis mis là pour 6 mois à faire ça et après se sont enchaînés les boulots. Et après, tu as monté ton restaurant au bout de combien de temps Un an. Un an. Juste un an. Donc là, ça fait combien de temps que ça existe Rétro-Bolégagne? 10 ans, une dizaine d'années. Et tu le disais, tu as vu le paysage gastronomique. Quand tu es arrivé, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de chefs tu imagines que moi, je suis placé dans l'11e. Et autant d'être placé dans l'11e, l'11e, ça a changé beaucoup au niveau gastronomique. Moi, je me suis retrouvé, heureusement, dans une vague de changements à ces moments-là, notamment avec le chef Passerini qui avait ouvert Rino, donc qui avait donné en fait une touche italienne différente dans l'11e, même s'il n'y avait pas un restaurant vraiment italien, mais il y avait la touche italienne, méditerranéenne, tout ça. Et après, d'ici là-bas, en fait, pas mal de choses ont changé. Les importateurs, ils ont commencé à arriver, les distributeurs aussi, les nouveaux produits, une nouvelle vague de jeunes. Et donc, j'ai vu en fait le monde de l'11e et le monde en fait parisien petit à petit changer. Ça a parti tout dans l'11e, je pense, parce que c'est de là qu'après ça s'est développé dans tous les autres arrondissements. Vraiment le panorama global. Et la chose que moi je trouvais chouette par rapport à les premiers 2 ans que j'étais là, est d'avoir en fait des interlocuteurs différents, soit des collègues, soit des importateurs, soit des distributeurs. Et je vois que les clients, j'étais plutôt content parce que vous voyagez beaucoup en Italie. Quand vous êtes revenu en France, je disais, mais on ne trouve pas effectivement toujours les mêmes choses. Donc, tu avais des gens surtout les jeunes à partir, en fait, on va dire, entre les 30 et les 40 ans, qui avaient les moyens aussi de pouvoir tester, pas des clichés, parce qu'on a aussi chez nous des restaurants touristes, des restaurants qui proposent des choses ignobles, et qui pouvaient se permettre d'y aller un peu plus à fond dans la gastronomie. Et du coup, est-ce que tu sers de la mozzarella dans ton restaurant ? Oui, bien sûr. Donc, parce que la mozzarella, c'est quand même un peu aussi le symbole italien en France. Et donc, on en arrive à ce sujet sensible. Comment c'est devenu un tel objet de consommation en France ? Toi, Thibaut, tu peux peut-être nous raconter chez Terra Candido comment vous vous êtes mis à importer de la mozza en France ? À partir de quand ? Comment vous avez eu l'idée ? Alors, pour commencer, c'est Vincenzo qui a fondé la société en 2009. Lui voulait promouvoir le terroir de son grand-père et de ses oncles, en fait, pour vendre l'huile d'olive de sa région, de Castelsilano, où il était en Calabre. Et puis la mozza lui est tombée dessus. Il a commencé comme ça. Et moi, je suis arrivé en 2011 et on avait à peu près une trentaine de clients. Et effectivement, il y a eu un engouement sur la mozza réellement, si tu veux. Donc, il y a les puristes italiens qui mangent la mozza le jour même, sachant quand elle arrive enfin, moins maintenant, on va dire, pour la communauté italienne à Paris, mais parce que quand elle vient à Paris, elle a déjà 3 jours, quand on la livre, 3 à 4 jours après la production. Et j'ai remarqué que le goût des Italiens et le goût des Français n'était franchement pas le même sur la mozza. Parce que les Français étaient, en fait, ce qu'ils imaginaient être une bonne mozza, c'est déjà une mozza un peu plus molle, moins parce ferme, qu'ils étaient habitués à la manger un peu plus molle, pas fraîche. Un peu plus, voilà, exactement. Mais ils la préfèrent toujours comme ça. Hein. Tu leur fais goûter une mozza qui est beaucoup plus ferme et très fraîche, ils ont un peu plus de mal. Et tu me disais que les quantités que tu vends de mozza ont augmenté considérablement, par 10 ces dernières années. L'année dernière, en 2018, ils ont battu tous les records dans le monde en consommation de mozza. Donc du coup, ils augmentent aussi les prix. Et c'est vrai que les bufflonnes aussi produisent pas autant de lait qu'une vache. Donc forcément, il y a une vraie consommation et un manque aussi de lait. Donc là, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Donc, t'as une idée est-ce que tu peux communiquer sur le nombre de mozza de tonnes de mozza que tu vends ? Nous, après, c'est très saisonnier si tu veux. Mais effectivement, là, en 2018, sur la période mai-juin, toutes les semaines, on faisait à peu près 1 tonne, si tu veux. Rien que de mozza de bufflonne.
Toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Après, il y a la mozzarella, mais il y a aussi et surtout la burrata. Ça, la burrata, c'est la mozza avec la crème à l'intérieur qui est très crémeuse. Exactement. Et qui aime Effectivement, la particulièrement mozzarella, c'est devenu un produit central de la cuisine italienne. Mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, dans tous les restaurants, j'ai envie de dire 99% des restaurants français, il y a au moins soit la mozzarella, soit la burrata, soit la mozzarella de bufflone. C'est un produit vraiment qui est très versatile, duquel on peut faire un plat, on peut faire une entrée. Il n'y a pas de travail à faire. Il y a pas, voilà, c'est une mise en place rapide. Mise en place rapide. Et c'est vrai ce qu'il dit Thibaut, que les Français ont un goût un peu plus breton sur la mozzarella. Ça veut dire quoi, ça? Non, je veux Quand dire, tu dis breton, c'est plus... du nord, vraiment? Oui, non, parce que, en fait, moi, j'ai parlé, comme la burrata, quand même, c'est un produit des Pouilles. Elle était inventée, on ne sait pas si c'est Gioia del Colle ou Andria, c'est une guerre, et c'est pour ça qu'on n'a pas l'AOC sur ce produit-là. Ils la font même en Égypte. Les Français aiment les burrata qui ont une quantité de crème fraîche à l'intérieur supérieure à celle des environ le 40% de plus. Moi, j'ai parlé avec des producteurs de burrata dans les Pouilles. Donc, c'est vraiment une question culturelle. Ils les aiment plus comme ça. La mozzarella normale, celle qui vient d'être faite, elle n'est pas molle. Au contraire, elle est dure. Quand on la mâche, on sent même un grippe sous les dents. Et ça, les Français ne sont pas vraiment habitués. Et d'ailleurs, ça, c'est une mozzarella qui est totalement privée de conservateurs, tout ça. Et du coup, c'est très difficile à faire arriver à cet état-là. C'est impossible. C'est impossible. Donc, dans les Pouilles, tu as rencontré des producteurs qui faisaient exprès des burrata pour le marché français. Absolument. Voilà, ouais. Absolument. Ouais. Parce que ça, on se dit, pardon, mais ça doit être hallucinant, vu le nombre de burrata, de mozzarella et tout que réclament les Français. Il y a des producteurs italiens qui se mettent à produire que pour le marché français. Exactement, ouais, effectivement. Et adapté en plus, c'est ce que disait Pietro tout à l'heure, c'est aussi adapté dans l'autre sens, puisque s'ils créent avec plus de matière grasse, c'est comme nous quand on s'est adapté au palais français. Même les producteurs jusqu'en Italie sont adaptés en fait. Et en plus, ça c'est plus rentable, parce que la quantité de mozzarella c'est inférieur au bénéfice de la matière grasse, que c'est moins cher. Du coup, c'est même au niveau... Enquête. Voilà, enquête exclusive aujourd'hui avec Céline Maguet. Est-ce que aussi les producteurs de mozzarella peuvent les vendre plus cher ce qu'ils les vendraient dans les Pouilles ou en Italie? Ils peuvent les vendre plus cher aux Français qui sont prêts à manger des mozzarella à 16 €. Moi, en tant que grossiste, je l'achète plus cher qu'un grossiste italien, déjà. Ils me la vendent beaucoup plus cher. Et ils en profitent. Mais même, ils ont envie de vendre directement, de squeezer le distributeur de plus en plus. Oui, c'est vrai. Moi, en tant que restaurateur, j'ai souvent des mails, des propositions de livraison directe. Mais oui. Comment faire une livraison directe pour une quantité? Moi, j'ai 16 couverts à 6. Ah, mais non, on vous livre. Mais non, il y a des autres qui font le travail. Moi, je préfère la commander 3 fois par semaine et me la faire livrer 3 fois par semaine. Et il y a aussi une grande consommation de mozzarella industrielle. Je le disais tout à l'heure, et c'est Lactalis qui a racheté Galbani. En 2017, les Français ont consommé 80 000 tonnes de fromage italien, des fromages industriels. Et donc, le directeur des achats de Lactalis se félicitait que les Français mangent plus de mozzarella l'hiver que de raclette. Donc, voilà. Et là, on parle vraiment de produits industriels. Donc il y a cet engouement pour la mozzarella qui est de plus en plus grande. Est-ce que c'est pareil avec le vin italien, Céline? On arrive à ta chronique. Et on va enfin pouvoir boire ce qu'on a dans nos verres. On a commencé. Moi pas. On a terminé la première bouteille. C'est pas grave. Très belle transition. On l'a vu, les Français sont férus de cuisine italienne et aussi de vin italien. Il vino ni cuppa. La preuve, les importations de vin italien en France ont augmenté de 92% en 10 ans, de 2007 à 2017. La faute notamment à la mode du spritz. Vous savez, ce cocktail orange que l'on consomme à l'heure de l'apéritivo et qui est composé d'Aperol ou de Campari et de Prosecco, le vin pétillant italien. Et il n'y a pas que les Français qui se sont épris des vins italiens. Récemment, dans la presse culinaire américaine, on s'est étonné de voir la sélection de vins de Kourtney Kardashian. Oui, Kourtney Kardashian, star de la télé-réalité, qui fait l'éloge des vins naturels sur son site internet. La même Kourtney qui a quand même fait une vidéo sur YouTube qui explique comment manger un Kit Kat. Au cas où vous ne saviez pas le faire, vous pouvez regarder. On s'étonne de la qualité de la sélection, notamment des vins italiens qui sont en majorité. J'aimerais bien vérifier avec toi, Alberto, expert S-vin italien, ici présent à mes côtés, si ce sont réellement de très bons vins naturels italiens. Alors en voilà quelques-uns. Je t'ai imprimé ça.
C'est la sélection de Courtenay alors. De Courtenay Kardashian qui s'est mis au vin naturel. En tout cas, sur les vins français, il n'y a rien à dire. J'étais très impressionnée par sa sélection. Ah là, à vue d'œil, vous vous dites quoi? Alors, la Moresca, oui. Donc Pietro, expert vin italien. Écoute, le vin que j'ai ici, déjà dans les mains, Jean la Moresca, est super bon, donc déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a sur les autres papiers? Il y a, alors nous on est en train de boire Alessandro Viola, et Ouais. dans les conseils de la Kardashian, il y a Aldo Viola, c'est son frère. C'est son frère, Aldo. Ouais. Et ça c'est très très bon. Ouais. C'est une catarratto de Sicile, très très bon en Ouais. nature. C'est quoi, le Oui. Bianco? C'est Si. Bianco Viola? Ouais. Non, il Crimiso. Il Crimiso, ouais. Après, il y a son frère aussi, parce que... Arrête de faire la pub de tes ventes. Non, il y a- Le frère de c'est Kardashian. C'est elle qui a fait. Il a mis les deux frères, Alessandro Ah, avec ok, son mais les blanc de deux, blanc, c'est bien. oui, et Aldo. Bon, est-ce que c'est une bonne sélection ou C'est une non? très bonne sélection, Oui, je trouve. oui, moi je trouve que c'est bon et ça m'étonne énormément parce que d'habitude on fait des choses comme ça pour se faire de la pub et souvent on choisit des choses qui ont un nom. Là, il y a vraiment quelque chose de rare, des petits Comme la producteurs. végétarienne qui mangeait du poisson frit, en fait. Voilà. Voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. Parlons un Ouais. peu de toi, Alberto. Oui. Donc il y a 3 ans, tu as créé une société d'importation et de distribution de vins italiens en France, Vini Mariani. Aujourd'hui, Vini Mariani, c'est combien de vignerons, combien de restaurants distribués? Alors, le vignon, c'est 37. Du coup, on a commencé avec 100 producteurs et en 3 ans, on ne s'attendait pas à une explosion. Pour ça que c'est lié d'ailleurs à l'engouement des Français sur les vins naturels italiens. Et je crois qu'on a touché il n'y a pas longtemps 200 clients. Ok. À Paris majoritairement. Paris majoritairement parce que nous, on est établi à Paris. On part de Paris et après on distribue toute la France. Et à la création de Vini Mariani, tu pensais cibler uniquement les restaurants italiens? Alors, non. Quand on a créé Vini Mariani, avec Claudia Galteri, mon associé, on a décidé essayer de devenir une référence culturelle de vin italien en France. On ne parlait pas forcément de vin naturel. Pas parce qu'on voulait importer du vin conventionnel, mais parce que pour nous, le vin, c'est que naturel. Donc, les vins indigènes, après, on discutera de ça. Et comment on fait ça? On est parti en Italie, Claudia et moi, et on est parti voir tous les producteurs. Il y en a certains qui l'étaient déjà importés, certains qui personne ne connaissait, certains qui venaient de démarrer leur vinification. Et du coup, on s'est intéressé, on a demandé s'ils étaient d'accord avec notre projet. Il y en a certains qui ont dit oui, certains d'autres non. Et voilà, et après les choses ça fait effet boule de neige pour nous, pour les clients. Il y avait une demande à Paris de ces vins italiens ou c'est vous qui l'avez créé justement en les amenant? Alors, ça commençait déjà parce que nous, on n'a pas été les premiers à l'importer. Je pense par exemple à Planète Vin, Arte del Vino. Il y avait déjà d'importation qui faisaient du vin naturel. Disons qu'on était au début. C'était le début de l'intérêt fort que les Français ont développé par la suite envers les vins italiens. Et nous, on a surfé sur finalement une onde qu'on n'a pas créée, mais on a contribué après à créer. Donc aujourd'hui, vos vins, ils se retrouvent dans des restaurants italiens, dans des restaurants français. Avec quel pourcentage en moyenne? 50-50. J'ai contrôlé il y a quelques jours, parce que ça m'intéressait moi aussi de le savoir. Lorsqu'on a commencé, on était essentiellement axé sur les restaurants italiens. Après, je peux vous dire que le 100% des demandes qu'on a aujourd'hui, c'est des restaurants français. Des caves à vin français, des gens qui veulent découvrir ça, qui ont bu ça par exemple chez Septime ou chez Passerini et donc ils le veulent chez Frenchy. Mais il y a déjà tellement à apprendre avec le vignoble français. Est-ce que tu as l'impression que les sommeliers à qui tu vends ce vin, ces vins connaissent bien le vignoble italien? Ou Non. Désolé Voilà. d'être... Je sais que la réponse c'était dans la question et du coup moi je l'ai dit, mais non, mais pas parce qu'ils ne sont pas doués, au contraire. À Paris il y a énormément de gens qui aiment le vin naturel. Paris c'est la Mecque du vin naturel mondial pour moi. Tout le monde vient ici, il y a des gens qui viennent ici juste pour boire du vin et après repartir chez eux. Donc c'est vraiment une ville dans laquelle cette culture-là elle est très présente. Et du coup, il y a des sommeliers qui s'intéressent de plus en plus.
Nous, on a compris que il y avait une espèce de vide dans cette chose-là. Et du coup, on a créé avec Vini Mariani le catalogue de nos vins. Du coup, à travers le catalogue qu'on a imprimé, on essaye d'expliquer pas seulement la philosophie de sélection, mais aussi le terroir, la philosophie de production du producteur, comment le vin il est vinifié, tout ça, justement pour aider les sommeliers au moins à, avoir une connaissance globale de la chose. L'Italie, c'est quand même le pays de la slow food. Et est-ce que, là, on parle du mouvement du vin naturel, est-ce que le mouvement du vin naturel en Italie, il est semblable à celui du mouvement français? Il y a autant d'ampleur? Alors oui, et ça je suis très content de ça parce que j'avais peur être un mouvement de mode en fait, quelque chose que maintenant tout le monde veut faire du vin naturel, du vin facile à boire et tout ça. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment une tendance qui en Italie commence à s'affirmer. Bon, Slow Food, c'est un mouvement qui a été créé en 86, donc c'est un processus beaucoup plus noble qui amène avec lui toute une logique liée à pas seulement au vin, mais aussi surtout à la nourriture, à la culture du kilomètre zéro, à la biodiversité, tout ça. En ce qui concerne le vin naturel, c'est vraiment qu'il y a eu une augmentation considérable dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, le vigneron qui veut commencer à faire du vin, 3 vignerons sur 4 feront du vin naturel. Parce que c'est comme ça, parce que les gens veulent revenir à quelque chose de propre, veulent revenir aux origines, au vin, comment il était fait avant que la chimie ne prenne pas sa place. Ils veulent valoriser leur terroir parce que c'est une façon aussi de s'affirmer eux-mêmes. Il y en a énormément aujourd'hui en Italie. On le voit, nous aussi, avec la quantité des gens qui participent au salon en tant que producteurs et la quantité de salons qui se créent chaque année en Italie. Et maintenant, j'aimerais vous faire écouter un petit medley, un petit son. Barilla bolognaise. Il nous faut les meilleurs ingrédients. Tout le corps, le goût, l'arôme du café italien. C'est pour ça que ma mozzarella est si moelleuse, si fraîche et si généreuse. Cuisinée très lentement pour obtenir ces saveurs italiennes incroyablement intenses. Sauce buitoni avec des pâtes et des amis. L'huile d'olive Carapelli, tout en elle parle d'Italie. Pour ceux qui aiment vraiment la bolognaise. Et je suis sûr qu'elle saura aussi vous inspirer chaque jour. Galbani. Voilà, alors c'est un petit medley qu'a fait Solène, notre réalisatrice. Si vous êtes français, que vous avez grandi dans les années 90, vous avez dû reconnaître quelques pubs. En fait, c'est tous les gros produits de l'agroalimentaire italien. Et c'est pour en venir à cette idée qu'on a parfois, en tant que Français, une vision assez pure de la cuisine italienne, des produits qui vont être des bons produits, l'idée d'un pays où on mange bien partout, comme si l'agroalimentaire avait juste ravagé le paysage gastronomique français et n'avait pas du tout touché à l'Italie. Or, a priori, ce n'est pas le cas. Vous en pensez quoi, vous ? L'actualité en Italie, c'est un peu comme l'actualité en France. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent bien, qui sont respectueux de la nature, ils respectent les saisons, ils font un bon travail. Et il y a aussi, malheureusement, des gens qui, ils pensent que faire du chiffre. Donc, en absolu, on a aussi, nous, un peu détruit nous-mêmes, Italiens, en fait, certaines choses. Après, et de plus en plus, c'est compliqué, comme dans tout le monde, d'avoir accès aux bons produits. Après, bien évidemment, c'est du business. Même dans les grandes chaînes, tout le monde est contre Farinetti avec son ouverture On va en parler. Farinetti, c'est le propriétaire, le créateur d'Italie. Exactement. Après, comme toutes les choses, les grands patrons ils sont toujours mal vus en général. Par contre, il a eu des bonnes idées aussi. Après, il faut voir dans le petit, vraiment à la base, c'est les producteurs en fait. Ils sont vraiment maltraités ou pas bien payés. Parce qu'en fait, maintenant, c'est une discussion qui est un peu globale en Europe. Le petit producteur qui travaille, qu'il soit français ou italien, qui produit le lait, ou qui fait les légumes, ou qui fait du vin, effectivement, il gagne bien sa vie. Effectivement, c'est rentable, en fait, faire ce genre de travail. Faire de la qualité en petite échelle, c'est vraiment rentable aujourd'hui. Et c'est surtout le consommateur. Et il est prêt à payer le vrai prix
de cette qualité-là. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte qu'on parle toujours de la fermeture des petits commerces, mais quand je passe à 18h avant Monoprix, il y a la queue. Et personne ne fait le tour. En fait, j'achète ma viande chez le boucher, j'achète ma mortadelle chez l'épicier, ou j'achète le pain chez le boulanger. Ils vont tous, en fait, la majorité encore, malheureusement, des clients, des consommateurs. Oui, la majorité des gens, de toute façon, consomment en grande surface. En grande surface, voilà. Et Alberto, toi, tu me donnais cet exemple sur les Champs-Élysées, a ouvert il n'y a pas longtemps Lafayette Gourmet, et tu étais assez choqué de voir ces Français qui posaient en robe de soirée devant une mortadelle géante. C'était une mortadelle qui avait été achetée. 1,5 tonne. Voilà. 1,5 tonne de mortadelle. Je sais pas, j'espère qu'ils l'ont toutes mangée parce que ça aurait été dommage. Non, ça m'a étonné parce que, bon, après, sûrement, il y a aussi le côté artistique derrière. J'ai vu qu'il avait une fille qui s'occupe aussi de ça, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais ça m'a étonné le fait que dans l'ouverture de la galerie Lafayette, sous les Champs-Élysées, donc le truc français 100%, on utilise un produit de la cuisine pauvre italienne. Mais ça m'a fait quelque part aussi plaisir parce que, voilà, on revient à la question qu'on a dit tout à l'heure. Donc, la qualité, le terroir, la représentation de la pureté de la chose. Du coup, pourquoi pas en Italie, qu'on ouvre à Milan, dans la Galleria, quelque chose qui représente la culture. Un camembert d'une tonne 5. Voilà, un camembert. Mais est-ce qu'une mortadelle d'une tonne 5 peut être de qualité, représenter le terroir, c'est possible ça? Je pense. Non, oui. Moi, je sais pas répondre. Oui. On va goûter. Non, oui, c'est vrai. C'est un peu certains produits italiens, des charcuteries, de mozzarella, une grande quantité, c'est-à-dire un grand morceau, sont beaucoup plus de qualité qu'un petit morceau. D'ailleurs, les grands mozza di bufala, la zizzona s'appelle. Ouais. C'est beaucoup plus bon. Beaucoup plus bon. Comme on vend en Magnum, et les plus Oui, c'est explose Bon, beaucoup là, plus après, en bouche, c'est plus bon, onctueux. Elle était carrément géante. Elle faisait la taille d'un être humain, quoi. Il faut casser des murs pour la rentrer à des Magnum et des mozzarella de 2 kg et demi. Et justement, donc, on parlait d'Italie qui va ouvrir demain. Et donc l'Italie, est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est? C'est un centre commercial avec des produits uniquement italiens. Dans l'Italie qui va ouvrir, il y aura aussi des restaurants, des cours de cuisine. Et en Italie, c'est un empire. Italie, il y en a 6-7. Il y en a aussi à New York, à Séoul. Oui. Il y a aussi Fico, que c'est un emblème. Voilà, il y a celui de Bologne, Fico, qui est énorme. C'est une ville, en fait. Oui, voilà, c'est vraiment un centre d'animation presque dédié à la cuisine italienne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette arrivée d'Italie à Paris? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Très honnêtement. Parce que Farinetti, au-delà de. C'est le patron d'Italie. C'est le patron d'Italie. Il a fait un travail. En fait, il travaille à côté et avec Slow Food. Pas mal de produits sont présents chez Italie sont des produits Slow Food. Même la sélection des vins. C'est des vins qui viennent d'agriculture, des petits producteurs, d'agriculture saine et tout ça. Donc c'est vrai. C'est pas le petit magasin qui vend la nourriture, la petite épicerie. C'est quelque chose de plus grand, mais c'est quand même quelque chose qui représente. C'est une grande distribution. Ça aide. Absolument. Ça me fait. Je suis très content que ça va ouvrir. Je suis très curieux de voir comment ils vont se différencier parce que je veux dire, à Paris, dans les dernières années, il y a pas mal de choses ont ouvertes d'Italiens. Je veux voir comment eux, ils vont proposer leurs offres, comment ils vont mettre en relief l'italianité de la chose. Oui. Et voilà, j'ai hâte qu'ils ouvrent. Et je lisais un article assez intéressant de Jean-Baptiste Mallet dans Le Monde diplomatique qu'il avait écrit quand Ali Bologne avait ouvert. Lui, il était quand même très critique sur Italie à Bologne parce qu'il expliquait quand même que c'était quand même trusté par des gros groupes qui s'y installaient et que pour les petits commerçants de Bologne, c'était pas évident de survivre face à un tel mastodonte. Donc c'est pas vraiment la même configuration quand Italie s'installe à Paris, mais lui quand même critiquait ce côté-là. Les grandes distributions, on l'a toujours tout le temps et partout. Notamment, en fait, aussi des nouvelles grandes chaînes qui se sont ouvertes dans Paris dans les dernières années. La différenciation, en fait, du petit commerçant avec le grand commerçant, c'est le service, la personnalisation du service. Notamment, moi, on a Ifmama qui est ouvert à 150 mètres de chez moi et j'ai pas vu une baisse de travail, même
j'ai eu une augmentation de travail. Pour le simple fait qu'on ne peut pas comparer le service ou l'attention qu'on peut donner, que peut donner un petit commerçant comme une petite épicerie ou comme en fait un petit restaurant comme le mien que j'ai 16 couverts. Tu ne peux pas demander la même attention dans un lieu où il y a 200 couverts. Donc, et du bruit. Donc, et Thibaut, toi, peut-être tu n'as pas exactement le même avis parce qu'en tant que petite entreprise, enfin, vous êtes plus si petit, mais qui importe des produits italiens, c'est peut-être plus compliqué d'être face à un... Je ne sais pas quoi dire, moi. J'attends de voir aussi, donc on verra bien. Mais effectivement, ça fait quand même 2-3 ans qu'on les attend. Parce que tout le monde est au courant à Paris. Bon, Italie à Bari, dans les Pouilles, et je ne sais pas s'il a fait déjà faillite, mais c'est pas loin. Parce que justement... Personne n'y va, quoi. Mais non, mais les gens ne vont pas faire les courses dans ces genres de lieux. Oui, voilà. Qui y va. Mais tu es un lieu touriste, tu tournes, tu achètes un souvenir, tu t'en vas. Oui, c'est ça. Mais peut-être que ça marchera plus dans un pays autre que l'Italie. Si, justement, à Paris, je pense parce que là, c'est un vrai folklore qui est mis en avant. C'est pas destiné aux Italiens, en fait. Puis les Pugliesi, vous êtes tous à Paris, donc forcément, il n'y a plus personne dans les Pouilles. Mais c'est vrai que la petite épicerie qui sera à côté d'Italie, elle va avoir très mal. Il y a des chances que ça lui fasse très très mal, effectivement. Oui, mais bon, peut-être. Ouais, je sais pas. Moi, je pense au départ. Au départ, ça fait mal. On verra. Le temps file. Il y a encore plein de sujets dont je voulais parler. Notamment, on l'a évoqué, mais voilà, je voulais parler de Big Mama et de son arrivée. Et c'est évidemment ce que vous en pensiez. Peut-être juste pour finir, je voulais quand même parler du prix. On associe souvent la cuisine italienne à des produits populaires, on l'a dit. Du coup, on s'attend aussi à ne pas payer forcément trop cher. Est-ce que ça a du sens, par exemple, de vouloir faire une trattoria, donc un endroit en Italie où on va manger une cuisine populaire et simple? Est-ce que ça a du sens de vouloir faire une trattoria à Paris? Alors, et il y en a, mais on revient sur le même sujet. Est-ce que vous allez y manger? On revient sur un sujet, la bouffe pas chère, ça n'existe pas désormais maintenant. Un bon produit et les coûts de base qu'on a ici en France par rapport aux coûts de base qu'on a en Italie, soit à partir des loyers, on considère toujours on est à Paris. Les charges, les loyers, les importateurs, c'est-à-dire qu'il faut que eux, tout le monde y vit en fait. Donc il faut qu'ils lui fassent sa marge, que nous on fasse notre marge et qu'on puisse aussi bien payer nos salariés. Donc à un bout d'un moment, le produit pas cher, ça n'existe pas. Et si on veut travailler surtout un produit de base qui soit de qualité. Donc je trouve qu'on fait une trattoria à Paris en donnant des pâtes à 7 €, 8 € comme chez nous, ça peut être jamais faisable. Disons que penser de payer à Paris le même prix qu'on a payé en Italie lors de nos vacances en août, c'est pas possible. Non, possible. Une simple question de coût de la vie, de plein de choses. Très bien. Eh ben, on arrive à la fin de l'émission. Il y aurait eu encore énormément de choses à dire, mais on se reverra. À chaque fin d'émission, je demande un conseil aux invités. Céline, est-ce que tu as un conseil? Ça peut être un livre, un resto Moi, en fait, c'est pas du tout un livre italien, c'est un manga japonais qui s'appelle Les Gouttes de Dieu de Daichi Aji, qui est très connu. Et c'est l'histoire d'un fils d'un critique de vin qui est dégoûté par le vin à cause de son père qui lui faisait tout renifler, commenter quand il était petit, et qui doit, pour obtenir l'héritage de son père, retrouver un vin mystère. Et en fait, ce fils est acheteur de vin. Et il y a tout un tome qui est consacré à un combat contre un de ses collègues qui adore les vins italiens et qui ne fait que dénigrer les vins français, qui leur trouve toutes les tares, surtout celles d'être chères, et il fait louange des vins italiens en permanence, et il dit que ce sont les plus grands vins du monde. Et il est super ce manga. Moi, je me suis arrêtée au tome 15 parce qu'après, ma bibliothèque a fermé. Voilà. Mais super manga. Alberto, est-ce que tu as un conseil? Comme on parle de vin, j'ai pensé à un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup bouleversé quand je l'ai lu sur le vin. C'est Vino al Vino di Mario Soldati. Pourquoi? Parce que c'est un voyage romantique que Mario, qui avant d'être un connaisseur de vin, c'était un intellectuel italien, un écrivain. C'est un voyage romantique dans l'Italie. Et c'est dans le livre, il y a la description de la façon dont on travaille les vignes. On est en 69, donc c'est vraiment, ça fait 50 ans. Et son rêve final, c'est qu'à la fin, l'artisan l'emporte sur l'industrie, qui à l'époque commençait vraiment à devenir importante. Donc c'est un peu la chose que 50 ans après, on souhaite nous aussi, que le produit artisanal l'emporte sur le produit industriel. Est-ce qu'il existe en français, ce livre? Oui.
Comment il s'appelle, tu sais? Non. On mettra les références sur le... Je pense, c'est toujours Vino Albino, je l'ai cherché. Il y a une histoire chez nous dans les Pouilles qui à Trani, il avait ouvert en fait un McDonald's dans la même place. Il y avait une boulanger qui vendait de la focaccia à la coupe. Et ben le McDonald's a fermé la porte. Personne il allait acheter un burger. Tout le monde achetait un morceau de focaccia à 1 euro en fait. Ça on peut comprendre. Ouais. Toi, Pietro, est-ce que tu as une recommandation à Une recommandation pour les Français de ne pas suivre la masse et de choisir en fait le restaurant, pas pour leur queue, mais pour leur âme, en fait. D'aller manger chez Retro Bouteille. Par exemple, oui, mais bien évidemment, c'est à moi, mais il y en a vraiment énormément maintenant qui font de la qualité, qui ont besoin aussi de travailler et qui ne peuvent pas se permettre, malheureusement, un attaché de presse, que ça coûte hyper cher. Et Thibaut? Moi, je ne suis pas trop lecture, donc j'aime bien regarder des documentaires sur Internet. On n'a pas trop parlé de pâtes, mais quand même, en France, on est des très très gros consommateurs de pâtes. C'est vrai. Juste après les Italiens, je crois que c'est 30 kilos par tête à l'année. C'est regarder des interviews de Fulvio Pietrangellini. Et c'est juste top. Aller sur Internet, c'est très intéressant. Le type dégage une innocence, une candeur. Il est très calme et c'est super. Pour qui ne connaît pas, Fulvio Pietrangellini, c'était un des premiers restaurants italiens avec Gamberosso. Tu parlais du Japon. Au Japon, il est sacralisé comme le dieu des pâtes, là-bas, tu vois. On mettra toutes ces références sur Internet. Merci à vous. Moi, je vous recommande la cuillère d'argent dont je vous ai parlé. Ça coûte 39 €, mais ça vaut la peine parce qu'il y a 2000 recettes, il y a des techniques, il y a du vocabulaire italien. Je vous recommande évidemment d'aller acheter votre mozzarella candido et d'aller dîner chez Pietro et puis de boire le vin d'Alberto. Boire des coups avec Alberto. Boire des coups avec Alberto. On le trouve chez moi, les vins d'Alberto. Voilà. Non. Allons chez Pietro. Oui. Merci à Solène qui a réalisé cette émission, à Camille et Diane qui l'édite. Je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. Si vous voulez me parler de gastronomie italienne, vous pouvez m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazimiamiam. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos messages. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.